On va plonger aujourd'hui dans un rapport parlementaire français qui a fait couler beaucoup d'encre. Il s'attaque à un sujet aussi complexe que sensible, l'islamisme politique en France, ses stratégies et son influence. L'idée, c'est de décortiquer ça ensemble pour y voir plus clair. Au cœur de toute cette analyse, il y a un mot qu'on va entendre partout, l'entrisme. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? C'est vraiment le concept clé qui va nous servir de fil rouge, parce qu'il décrit une stratégie d'influence qui est à la fois discrète et, selon le rapport, très efficace. Voilà le plan de route qu'on va suivre. D'abord, on va définir de quoi parle exactement ce rapport. Ensuite, on va décrypter cette fameuse stratégie de l'entrisme. Puis, on verra le volet politique, qui est sans doute le plus explosif. On analysera l'évolution de la menace. Et pour finir, on regardera quelles sont les réponses apportées par l'État français. Allez, on attaque avec la première étape, poser les bonnes définitions. Pour bien saisir l'analyse du rapport, il faut comprendre qu'il se focalise principalement sur deux grands courants idéologiques bien distincts. Et ça, c'est le point de départ, c'est absolument essentiel. Le rapport prend bien soin de faire une distinction très nette. Il ne s'agit pas de la foi personnelle des musulmans, de leurs pratiques religieuses, non. On parle ici d'une idéologie bien précise, l'islamisme politique, qui considère que l'islam doit régir l'ensemble de la société, y compris la politique et la loi. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, comment est-ce que ces courants agissent concrètement sur le terrain? C'est là que le rapport met en lumière cette stratégie centrale qu'il nomme donc l'entrisme. Le rapport décrit en fait deux stratégies bien différentes. D'un côté, on a l'approche des frères musulmans, qualifiée de patiente, d'adaptative. L'idée serait de s'intégrer, de prendre des places, avec un discours qui se veut modéré en apparence. Et de l'autre côté, on a l'approche du salafisme, qui serait plus dans une logique de rupture, de séparation claire avec la société française. En gros, c'est un peu infiltration douce contre rupture culturelle. Deux méthodes, mais d'après le rapport, un seul et même but, étendre son influence. Alors, revenons-y à ce mot « l'entrisme ». Pour que ce soit bien clair, imaginez que vous voulez changer les règles d'un jeu. Vous avez deux options. Soit vous protestez depuis les tribunes, soit vous devenez un joueur, puis un arbitre et pourquoi pas l'organisateur du tournoi. L'entrisme, c'est ça. C'est l'idée d'intégrer les institutions pour les faire évoluer de l'intérieur, petit à petit. Mais comment est-ce qu'on détecte une influence qui, par définition, se veut discrète? Eh bien, cette citation des services de renseignement nous l'explique. Il parle de la méthode du faisceau d'indices. Ça veut dire qu'un seul élément ne prouve rien. Mais quand on rassemble tout un tas de signaux faibles, ça peut être des déclarations, des fréquentations, des financements, l'ensemble commence à dessiner une image beaucoup plus nette d'une influence idéologique. On arrive maintenant à la partie la plus sensible, la plus débattue du rapport, celle qui touche aux liens présumés avec le monde politique. Et là, il faut être très clair. Ce qui va suivre, ce sont les allégations et les témoignages qui ont été présentés à la commission d'enquête. Ce ne sont pas des faits qui ont été établis par la justice. Le rapport se fait donc l'écho de plusieurs experts qui pointent du doigt certains partis, notamment à la gauche radicale. Selon eux, ces partis seraient soit une cible privilégiée pour l'entrisme, soit feraient preuve d'une certaine complaisance, avec, en toile de fond, des motivations électorales. Ce qui est intéressant ici, c'est cette idée de traduction mutuelle. La chercheuse Florence Bergeau-Blaclair décrit un phénomène de vase communicant. D'un côté, la gauche radicale adopterait des thèmes chers à la rhétorique islamiste. Et de l'autre, le discours islamiste emprunterait des concepts de la gauche, disons révolutionnaires pour la séduire, un langage qui s'hybride en quelque sorte. Mais le rapport ne donne pas qu'un seul son de cloche. Il donne aussi la parole à des voix critiques, y compris au sein même des partis cités. On a ici l'exemple d'un ancien candidat de la France insoumise qui parle de choix cyniques et de menaces. Ça montre bien que le sujet crée des tensions et des fractures très fortes en interne. Pour que l'entrisme ne reste pas juste une idée en l'air, le rapport s'arrête sur un cas très concret, celui de la ville de Bagnolet. Des témoignages y décrivent une stratégie qui viserait à noyauter l'équipe municipale et les services de la ville pour y faire avancer un agenda politique et religieux bien particulier. Ok, on a parlé de la stratégie d'influence. Maintenant, le rapport s'attaque à la menace plus directe, celle du terrorisme. Et sur ce point, ses conclusions marquent vraiment une rupture. Le mot à retenir ici, c'est endogène. Qu'est-ce que ça veut dire? D'après les services de renseignement, la principale menace terroriste aujourd'hui n'est plus importée, elle n'est plus pilotée depuis l'étranger, elle naît et elle grandit ici en France, chez des individus qui sont nés ici, qui ont grandi ici. Le danger vient de l'intérieur. Et pour donner une idée de l'échelle de cette menace, le rapport avance un chiffre, environ 4000. C'est le nombre de personnes qui sont suivies activement dans le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Autant de profils jugés potentiellement dangereux.
Cette notion de djihadisme d'atmosphère est vraiment capitale. Ce que le rapport explique, c'est que même des idéologies qui ne disent pas explicitement aller commettre un attentat peuvent créer un terreau, un climat, une sorte d'atmosphère culturelle qui va nourrir la radicalisation et légitimer le passage à l'acte violent pour des individus isolés. La menace est beaucoup plus diffuse. Bon, face à ce tableau, comment est-ce que l'État français réagit? C'est la dernière partie de notre analyse, la boîte à outils de la République. La réponse de l'État se déploie sur plusieurs fronts. D'abord, il y a l'arsenal législatif, avec une loi qui permet de dissoudre plus facilement des associations jugées radicales. Ensuite, il y a le portefeuille, avec une surveillance accrue des financements étrangers. Enfin, il y a l'action sur le terrain, en donnant plus de pouvoir aux préfets pour bloquer des décisions locales qui iraient à l'encontre de la laïcité. C'est une approche qui se veut vraiment globale. Mais le rapport ne s'arrête pas là, il se termine sur un constat un peu amer. L'arsenal juridique actuel a ses limites. L'entrisme, justement, c'est une sorte de zone grise. C'est très difficile à attaquer devant un tribunal. La conclusion, ce n'est donc pas seulement d'avoir plus de lois, c'est aussi un appel à la prise de conscience et au courage politique de tous les élus, peu importe leur parti. Et tout ça, finalement, nous amène à la question de fond. Une question qui dépasse largement ce seul rapport. C'est le grand dilemme de toutes les démocraties. Comment est-ce qu'on se défend contre ceux qui cherchent à utiliser nos propres règles pour nous affaiblir de l'intérieur, sans pour autant trahir les libertés et les valeurs qui nous définissent? La question, évidemment, reste ouverte.